Non. Non, c'est ici. Vous bougez pas. Hop, je mélange, hein, je touille. Le 1er octobre 2024, l'association Réciproche a organisé un atelier de philosophie à Dax, en partenariat avec le CCAS et la Maison des Citoyens. Un objectif, rendre la pratique de la philosophie accessible à tous et promouvoir l'intelligence collective. Des hommes et des femmes ont débattu pendant 2 heures sur un thème tiré au sort par nos participants. 2 équipes composées aléatoirement se font face, l'équipe du pour et l'équipe du contre, sous l'œil attentif d'une observatrice impartiale. Chacun à sa manière, au bagage théorique différent, les participants reviennent aux sources de la philosophie et se réapproprient la place de la parole dans la cité. Animation, Lydia Hervel. Photographie, Guillaume Dessieux. Prise son et montage, Florian Cabessas. Ce projet est soutenu par la CAF des Landes dans le cadre de l'appel à projet REAP 2024. Alors on va voir, du coup, qui va ouvrir le bal. Est-ce que changer, c'est devenir quelqu'un d'autre? Qui commence? Alors simplement, on va pas changer. Il faut rester soi-même pour être honnête. On peut évoluer parce que il y a des arguments qui nous font évoluer. Je sais pas moi. La vie, la science, les sciences, les techniques, les machins, je sais pas quoi. Hein. Mais on peut pour autant rester soi-même, tout en changeant. Alors quel mot vous proposez justement qui résume bien tout ce que vous venez de dire? Nous, on est dans le camp du non. La permanence. La permanence. Non. Être soi-même. Permanence, rester soi-même. Rester soi-même. C'est quoi l'enjeu de rester soi-même, justement? Avoir une opinion, la respecter, et respecter les autres, et pas tous les... pas changer tous les 4 matins on n'est pas des girouettes. On a une idée, on la met en pratique, on la propose parce que... Hein, oui, ces temps-ci, c'est vrai que... ouais. Oui, je voulais juste rajouter qu'on reste, même si on évolue comme on en parle, on reste quand même tributaire de son éducation, qui est souvent profonde, et de son environnement dans lequel on a vécu. Donc ça, ce sont des choses qui nous gardent... Je suis dans le camp du non, je rappelle. C'est pas... Essayez, alors... Voilà, même si c'est pas ma conviction, voilà, même si c'est pas ma conviction personnelle, il faut quand même que je défende le camp du non. Voilà, la logique, c'est qu'on a une éducation qui reste ancrée en nous. Ouais. Et moi, je vois, par exemple, pour les personnes qui ont des éducations religieuses, même si après elles ne croient plus, malgré tout, quand on parle avec elles, on voit que ça s'est enraciné profondément dans l'enfance et qu'il reste des brides de croyances qui ne peuvent pas être enlevées. Donc donc on reste quand même tributaire de son éducation, de son environnement, même si nos idées peuvent changer par la suite, mais on a ce côté éducation qui reste ancré. Ok, donc c'est quoi le mot, c'est justement que vous proposez? Peut-être l'éducation qui enracine profondément en nous certaines choses. L'enracinement, ouais. Effectivement culturel, effectivement. L'enracinement, c'est pas mal parce que vous en avez parlé plusieurs fois. Alors l'enracinement, évidemment, vous n'avez pas non plus dit que c'est non plus rester recroquevillé. C'est pas dans ce sens-là. Je m'enracine, je bouge plus. Enracinement et adaptation, parce que vous disiez, on peut s'adapter, mais on change pas. Ok. Notre entité profonde ne change pas. J'ai un ADN, il ne changera pas tout au long de ma vie, par exemple. L'éducation a été dite et elle reste profondément ancrée, ça c'est une certitude, ce qui ne nous empêche pas d'évoluer, de jouir des âges différents. Hein. Lorsque j'ai 20 ans, j'ai pas 40 ans et je profite de tout, mais profondément ancrée en moi, mon entité ne changera pas. Alors l'entité dont vous parlez, c'est quoi ?
Mon entité, c'est mon soi profond. C'est ce que je suis vraiment. Et non pas ce que je représente. Donc, on ne change pas. Il y a ce qu'on appelle le donné biologique. Et là, elle a parlé aussi l'entité, le soi. Alors, le soi profond. Ils ont des bons arguments. Ils ont des très bons arguments parce qu'ils prennent le temps de bien développer ce que vous allez faire, évidemment. Je dis, on peut changer. Si on veut partir à l'étranger, il faut s'adapter à l'environnement qu'on se trouve. Il y a des circonstances qui font qu'on est obligé de s'adapter au nouveau pays ou au nouvel environnement. Totalement. Et la question, du coup, c'est est-ce que du même coup, on est forcément quelqu'un d'autre ? On est peut-être obligé parce que vis-à-vis des gens que vous allez rencontrer, c'est pas les mêmes personnes que vous aviez connues avant. Donc on est obligé de s'adapter aux personnes. Donc on est obligé de changer vis-à-vis de ces personnes-là. Et donc on devient quelqu'un d'autre ? Oui, je pense qu'on est obligé de s'adapter. Donc automatiquement, il y a quand même un changement qui fait, peut-être pas en soi-même, mais on est obligé de s'adapter. Et c'est bien parce qu'elle vous prend un petit peu sur le contre-argument, elle vous prend exactement sur le même registre, c'est-à-dire s'adapter, en fait, c'est changer. Oui, c'est vrai qu'on change. Des idées, ça change. Le moral, ça change. On a un autre regard sur la vie. Parce que pour moi, que je suis un étranger, que je suis arrivé à 29 ans en France, et j'avais une éducation très, très religieuse jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, tout s'a bousculé parce que j'ai lu quelques livres et j'ai changé vraiment énormément. C'est-à-dire j'ai laissé un petit peu loin de moi les religieux. Et quand je suis arrivé en France, j'ai vu qu'il y a un mot, être laïste, être laïque, être athée. Et ça m'a changé énormément parce que je suis devenu quelqu'un d'autre moralement. Vous veniez d'où ? D'Iran. Physiquement, non, physiquement, je suis toujours la même magie qu'avant, mais moralement, complètement changé. Le moral, je crois, mais il ne faut pas oublier que l'Iran et la France, c'est exactement comme mère et femme. C'est-à-dire, Iran, j'aime comme ma mère. Et la France, comme j'aime ma femme. Ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais j'aime les deux. Et vous êtes forcément quelqu'un d'autre. Automatiquement, quelqu'un d'autre. On essaye tous les temps, on est en train de guerre avec nous-mêmes pour complètement devenir quelqu'un d'autre. Alors là, c'est vraiment... là, vous avez du boulot. Hein, parce que là, c'est quand même... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, il a contre-argumenté, alors de manière très très subtile, en disant, en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, vous disiez, on peut s'adapter, mais dans le fond, on reste le même. Physiquement, extérieurement, on peut s'adapter, mais et lui, il a dit l'inverse, il dit, physiquement, je suis le même, mais fondamentalement, je suis plus du tout la même personne. J'ai le même corps, ok, mais je suis plus à l'intérieur. Alors là, non. là, c'est vraiment très fort en fait, hein, comme argumentation. Ce que vous avez dit à propos de la religion m'a rappelé qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Dieu existe, c'est vrai. Dieu n'existe pas, c'est vrai. » Alors, ça m'a changé la vie. Hein. Ah, j'ai mieux respiré à partir de ce moment-là. Et aussi, ce que vous avez dit... On a été l'enfant d'une mère, on a été après un père ou une mère et un grand-père, on a été différentes personnes, oui, c'était très intéressant. Imaginez que quand en fait, notre identité, c'est à partir de quel moment on sait qu'on s'appelle Geneviève, Bernadette, Henri,
ben, il y a un moment dans la vie, hein, je pense que ça doit être autour de 2-3 ans, j'en sais rien, je m'en souviens pas. Mais imaginez qu'une mère en désir d'enfant vous ait volé à votre vrai parent, à votre vraie mère. Vous seriez devenue une mère allemande, par exemple, alors vous vous appeliez Greta ou Hans, et donc vous auriez une vie totalement différente. Bien, malgré le fait que votre ADN reste votre ADN. Le donné biologique est là. Le donné biologique est là. Ça pose aussi le problème de la mémoire. Quand on perd complètement la mémoire, on est quelqu'un d'autre. Oui. Alors là, complètement. Hein. Là, il y a même des exemples, enfin, on en a tous, hein, justement, où on ressent ça. Est-ce que je deviens quelqu'un d'autre ? Est-ce que je suis encore moi à partir du moment où effectivement je n'ai plus de passé ou enfin il commence à y avoir, quand on est dans l'incertitude, voilà, on ne pose pas les questions de la même manière du coup. Non, parce que ça me faisait rire parce que en fait, il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui veulent traiter sur l'ADN, donc avoir un impact sur l'ADN et pouvoir corriger notre ADN pour pouvoir, en fait, réparer peut-être des membres de nos membres. Donc du coup, ça veut dire que on a peut-être un ADN, mais il va changer. En fait, on va pouvoir peut-être le changer. Donc du coup, oui, on peut changer l'ADN hein, parce que pour réparer un membre, quoi. Pour moi, voilà, c'est le oui par rapport à ça. La science va aussi évoluer là-dessus. On travaille beaucoup sur l'ADN et donc du coup, je pense que déjà le changement de l'ADN va avoir lieu. On arrive, ouais. Voilà. Et puis aussi le changement. Alors moi, c'était le fait, quand on est enfant, on n'est pas forcément content d'être. Je suis pas une femme, je suis pas un homme. Je suis. Je vais faire une opération parce que je vais devenir quelqu'un d'autre parce que je suis pas dans ce corps. Voilà, c'est aussi ça. On a on nous détermine femme ou homme, et on voit bien tout ce changement avec le fait de pas avoir de sexe non plus. On dit pas monsieur, madame. Donc ça, c'est des évolutions également aussi. Je pense que la société fait aussi qu'on évolue, et donc suivant l'endroit où on est. On va pas avoir aussi le même devenir. Hein, si je pars, je suis identifiée. Je suis à un endroit, je suis identifiée. Alors on m'a identifiée. Alors elle est turbulente, voilà, parce que l'école aussi, hein, tout le monde participe, donc on nous détermine à quelque chose. Le fait de partir peut-être aussi nous laisse la possibilité d'avoir un autre devenir, de faire autre chose aussi, et parce que on n'a pas ce prédéterminisme de départ. Alors les parents, bien sûr, et je pense que le changement, ça fait partie aussi d'être, quand on est parent. Maintenant je suis plus pareil. J'étais pas du tout pareil quand j'étais maman. Je vois maintenant, je suis grand-mère, et je me dis, oh là là, je me suis embêtée avec des conneries. Parce que franchement, oh là là, j'avais des trucs dans la tête, je sais pas où je les avais en fait, et puis j'ai changé. Donc du coup, voilà, on change dans notre vie. Donc j'ai profondément, oui. Tu es devenu quelqu'un d'autre à chaque fois. Quelqu'un d'autre à chaque fois, ouais. Et je pense que à chaque fois, on peut, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de changement et de devenir quelqu'un d'autre et de faire autre chose. Et que c'est pas les autres qui vont nous dire comment je dois être. C'est ça aussi. C'est ce changement. C'est soit on dit c'est moi, je veux être comme ça. Donc si j'ai envie de changer, c'est pas parce qu'on me dit celle-ci, elle est comme ça. On nous détermine. Et souvent on dit celle-ci elle est comme ça. Alors ce monsieur il est comme ça. Ah oui, il a tel caractère, ça. Et pourquoi ? Il y a des fois, moi je vois mes filles, elles me disent « Mais maman, t'as drôlement changé !» Ah oui, parce qu'elles ont un autre regard aussi sur moi. Et donc du coup, parce que j'ai voulu aussi avoir un autre regard, qu'on ait un autre regard sur moi aussi. Et c'est pour ça que moi je suis profondément oui.
Le mot que tu proposes, parce que moi j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que tout ce qu'elle décrit, c'est se découvrir en fait. Ouais. On a l'impression que tu décris sans arrêt des processus où on se découvre. On n'arrête pas de se découvrir et donc se déterminer aussi, refuser d'être déterminé par... mais se découvrir du coup. Enfin, se donner cette liberté de... Attendez, vous me mettez une étiquette, mais attendez, je réclame la possibilité de changer en fait, de me découvrir autre. Donc en fait, être finalement, devenir l'autre qu'on est déjà finalement, en fait, cette liberté de devenir autre. Quoi. Juste un petit parce qu'évidemment, elle a parlé de beaucoup de choses, de changer de sexe, etc. Mais pour ce qui est de l'ADN, ce qui est intéressant aussi actuellement en termes de recherche et même de spécialisation, hein, c'est l'épigénétique. Vous en avez peut-être entendu parler par-ci par-là, voilà. Et donc là, effectivement, l'ADN ne bouge pas, mais c'est son expression qui bouge parce qu'on a découvert que des traumatismes ou des changements extrêmement importants s'héritent sur 3 générations. Donc l'addiction, et l'obésité, même les relations des fois anormales vis-à-vis des enfants, etc. Ça s'hérite sur 3 générations. Parce que finalement, la nature fait qu'elle est bien faite au départ. C'est parce qu'il y a un trauma, j'en fais quelque chose, et j'envoie cette mémoire cellulaire à postérité, entre guillemets, sur 3 générations, pour dire, bon, là, il va falloir faire quelque chose. Mais bon, forcément, ça engendre des problèmes. Mais c'est juste pour dire, voilà, attention, l'ADN, oui, il ne bouge pas comme ça. Le génome humain, il ne bouge pas comme ça. On met des milliers d'années avant que... Mais par contre, l'expression du gène... Ça là, elle change très rapidement. On a une mémoire cellulaire de certains événements. Si l'ADN change, ce sera très embêtant pour la police scientifique. Notamment, ouais. Eux, ils vont pas être d'accord. Hein. Oui, mais alors, là, on peut dire on ne change pas parce qu'on a encore notre cerveau reptilien. Ah oui, donc celui-là, il est resté jusqu'à présent. Voilà. Et donc celui-là, ce qui prouve qu'en vérité, on est toujours... tributaire du passé et de ce qu'on était comme animal à l'époque. Et d'autres arguments, justement, c'est un argument que tu as donné, en disant que suivant le pays où tu es né, tu serais une personne différente. Donc, ce qui prouve bien que l'éducation que tu reçois à ce moment-là, elle te reste jusqu'à la fin de tes jours. Et que tout dépend de l'environnement et de ton éducation. Donc ça reste. Donc ça va pas... Même si toi, tu vas changer dans tes idées ou dans certaines choses, ça ne va pas te changer, toi, profondément. Et autre chose aussi, on a parlé de devenir mère. Moi, j'ai été une fille, une mère, une épouse, une grand-mère. Tout à fait. J'ai eu plein de choses, sauf que j'ai toujours dit, je ne suis pas une fonction. Pour moi, être maman, c'est une fonction donnée à un moment donné. Je reste toujours moi-même Barbara. Et quand une personne que je ne connais pas m'appelle mamie, j'ai envie de lui filer 2-3 baffes parce que je ne suis pas sa grand-mère à lui. Je suis la grand-mère de mes petits-enfants, je suis la mère de mes filles, je suis l'épouse de mon mari à un moment donné. Mais je suis Barbara. Ma véritable personnalité, c'est Barbara, une femme qui est née, qui a vécu, et je ne suis pas quelqu'un d'autre. On n'est pas réductible au rôle social. Voilà, une partie de notre vie. Voilà, donc on reste la même personne, quelle que soit l'évolution de notre vie. On traverse des âges, on traverse plein de choses, mais on reste la personne qu'on est au départ. C'est ce qu'on attend de nous. Hein. On nous demande de devenir d'autres personnes à chaque fois, mais non, on veut rester... Ouais, non. Non. Ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est on n'est pas interchangeable, déjà. Donc, on est une personne, on a une personnalité. Vous répétez plusieurs fois le mot personne. Je suis une personne, persona, c'est-à-dire vraiment, je sais ce que je suis, je sais qui je suis. On n'est pas interchangeable, on n'est pas réductible à nos rôles sociaux, etc. C'est très juste. Et effectivement, ça pose la question de qui décide de ce qu'il faut mettre dans l'autre qu'on doit devenir. Qui va décider de, voilà, vous devez devenir ça.
Je voulais intervenir. Moi, ce que je conteste dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu, c'est que on n'ait pas eu le choix après le sujet de choisir oui ou non. Moi, j'aurais choisi oui, parce que je pense qu'on peut changer. Moi, profondément, j'ai été changée par un deuil. Et je pense que pour se connaître vraiment, il faut faire une sorte de psychanalyse. Et donc, le rester stoïque et dire non, on change pas, moi, j'ai rien à dire. Je pense que c'est bien sûr qu'on a une identité. Donc, on voudrait, par le groupe, par la société, être en conformité avec cette identité qu'on a pu nous donner culturellement, historiquement, etc. En même temps, avec le temps qui passe, on a des accidents, on peut avoir des rencontres, on peut avoir des réflexions, on peut avoir envie d'aller de l'autre côté de Orient-Occident, etc., changer complètement tous les paramètres. Et on se découvre peu à peu autre. Bon, c'est vrai que vous parliez des changements profonds médicalement parlant, mais bon, les nazis nous avaient déjà appris qu'ils cherchaient à modifier génétiquement et qu'ils ont pratiquement cherché à changer le cerveau, voilà. Donc c'est pas nouveau, c'est ce que dit monsieur aussi, politiquement, religieusement, etc. Donc moi je pense que malheureusement je peux pas dire non, on change pas. Bien sûr qu'il y a un creuset fondamental, on est quand même ce qu'on est, on change pas de la couleur des yeux ou je ne sais pas quoi, enfin on peut changer un peu, mais disons que c'est... Ouais, mais disons que fondamentalement, je pense que la vie est une chance de pouvoir, au contraire, évoluer, se découvrir soi-même, parce que souvent on nous impose, on est assigné à être quelque chose, par le nom, par le visage, on est petit, on est grand, on est tordu, on n'est pas tordu, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui font que on est assigné à quelque chose, on a une sorte de cadre qui nous est imposé et qui s'impose à nous. Oui. Et comme dirait Picasso, il faut apprendre à désapprendre. Oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de... On est, je veux dire, entre l'insecte qui devient papillon, dans son évolution, enfin la chenille, c'est le même génétiquement au départ, mais il se découvre, il se transforme. Et donc, moi, en ce qui concerne ma propre expérience, c'est des prises de conscience comme liées à un accident ou liées à un problème médical, etc., qui fait que d'un seul coup, on sort de sa propre prédestination éventuelle de départ pour découvrir d'autres choses. Et c'est peut-être la chance de l'âge qui avance, c'est de pouvoir justement d'un seul coup découvrir des choses. On change de lunettes en fait, on change d'optique. C'est comme un appareil photo. On change, je travaillais dans la photo, hein, on change d'angle de prise de vue. Et d'un seul coup, on ne voit plus les choses de la même façon parce qu'on dit « Ah bon ?» Mais c'est la même chose que je voyais il y a 30 ans. Quand on relit un livre, c'est la même chose. Vous relisez un livre, vous dites « Mais d'un seul coup, je l'ai lu ce livre-là, je n'ai plus du tout les mêmes sensations. » Et pourtant, c'est le même bouquin. Ah, comment ça se fait ça ? On revient, vous parliez du religieux traditionnel, mais c'est vrai qu'il y a eu des époques où on mettait tout... au bûcher en disant ça ne nous intéresse pas, à bas les sorcières, à bas les machins, à bas les églises, à bas les... Puis d'un seul coup on y revient parce qu'on se dit ah mais finalement il y a quelque chose quand même de pas mal là-dedans. Et du coup je pense qu'il faut rester le plus ouvert possible. J'aime bien monsieur, la notion de laïcité. Pour moi, c'est une laïcité complète. C'est-à-dire, c'est pas religieux seulement, anti-religieux ou à part. C'est la laïcité mentale, générale. Et je trouve que ça, c'est un atout de la France.
Quand je vois la société, moi je me définis comme une enfant de 68, parce que j'avais 13 ans en 68. Les idées de 68, je les ai complètement attrapées, adaptées. Donc, elles m'ont formée dans ma façon de penser, dans ma liberté, dans mon acceptation des autres. Et puis j'ai vécu beaucoup à l'étranger aussi. C'est vrai que tout ça. Mais quand je vois le monde maintenant, que je parle même avec des jeunes, je me dis, mais ils n'ont pas cette liberté qu'on avait. Ils n'ont plus cette liberté. Elle est perdue pour beaucoup de gens. On traverse des phases d'ailleurs qu'on dit que certains sociologues appellent liberticides. Hein. Oui, tout à fait. On nous interdit de plus en plus de choses. Moi, les gens pensent qu'ils veulent. Moi, ils vivent comme ils veulent, ça m'est égal. Et du moment, comme je dis, il faut respecter l'espace de l'autre. Voilà. Voilà, on a de moins en moins d'espace pour s'exprimer, pour débattre. Et pour débattre. Donc là, c'est bien de débattre. Mais ce qui me gêne, c'est que y a pas beaucoup de jeunes. Alors là, pas du tout. Non. Moi, les jeunes, d'ailleurs, nous avons eu dans le café philo que je fréquente des jeunes pendant 1 an ou 2 qui étaient. Tu te souviens? Oui, on fait ils avaient 18 ans, 20 ans et ils venaient toutes les semaines discuter philo, enfin discuter du sujet avec nous. Et moi, j'ai autour de moi des petits-enfants qui ont une vingtaine d'années et leurs copains et leurs copines, et ça dîne avec nous, mais ça discute profondément. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Alors c'est intéressant, du coup, parce que c'est vrai que le ressenti n'est peut-être pas le même selon justement quel type de jeunes, etc. Des débats, j'en anime aussi avec des jeunes, et alors ils sont intarissables. Hein, ils ont vraiment aussi envie de. Ils nous font comprendre qu'ils se sentent pas souvent légitimes pour parler. On est dans une société hyper communicante, peut-être trop, noyée dans des commentaires sur des commentaires sur des commentaires. Voilà, mal communicante. Et alors ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, des jeunes qui nous disent que prendre le temps juste de parler, d'écouter, c'est quelque chose qui, effectivement, apparemment, c'est quelque chose qui est pas simple. Et il y a le monde actif, le monde des retraités, le monde jeune. Enfin, il y a des étiquettes qui sont posées comme ça et ils sont censés ne fréquenter que tel type. On cloisonne. Alors qu'en fait, on peut tout à fait décloisonner. Alors qu'en fait, les jeunes, je pense, ils attendent que ça, comme vous aussi, qu'on décloisonne, d'être surpris. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être très impressionnés. Où est-ce qu'on en était, nous, à 12 ans, 14 ans, en termes de prise de parole, en termes de relation avec les personnes âgées? Comment est-ce qu'on n'était pas un peu impressionnés aussi? Finalement, on voit bien à quel point c'est lié. Changer, devenir quelqu'un d'autre, on parle de tout ce qui empêche aussi finalement qu'on soit même déjà à la base soi-même. Et puis peut-être qu'il y ait une évolution sociale. Tiens, je veux devenir tel, etc. Et quelles sont ces espèces de barrières qu'on n'imagine pas, parce qu'on est justement ce pays de la démocratie, de la liberté, qui a plein de principes, et finalement, derrière, on se rend compte que c'est compliqué. En tant que femme, on est bien placé pour le savoir. Hein. Oui. Je voyais ma fille aînée qui était très forte en maths, physique, technologie. Quand on lui a demandé de choisir quelque chose pour entrer au lycée, on ne lui a pas proposé quelque chose qui allait à sa mesure. C'est-à-dire, elle est devenue ingénieure aussi, elle a maintenant un master et tout, elle a un doctorat. Mais au départ, aucun prof, pourtant les profs où elle est où elle était la meilleure en classe, où elle était la première en classe, aucun ne lui a fait de proposition pour aller justement dans des études. Elle a fait une seconde sciences de l'ingénieur, mais il n'y en a aucun. C'est nous qui nous sommes débrouillés pour lui trouver le lycée qui correspondait, alors qu'elle était la meilleure en classe. Voilà, il n'y avait aucune raison alors qu'elle était très forte, il n'y avait aucune raison pour que lorsqu'on a fait des propositions pour l'entrée en seconde, on ne lui propose pas quelque chose comme ça. Non, ça a été proposé, bien sûr, aux garçons. Je vois d'autres personnes aussi. Le fait que ça soit pareil, qu'on ne remette pas en cause les choses, en fait...
ça permet d'aller droit et de pas trop se poser de questions. Donc du coup, ça rassure parce que dès qu'on se met un peu en branle, quoi, dès qu'on commence un petit peu à réfléchir, à dire tiens, ça c'est pas juste, tout ça, c'est quand même inconfortable. Hein. C'est vraiment, on est voilà, donc on se sent contre. Donc c'est compliqué d'être contre aussi quelque part. C'est compliqué d'être contre quelque chose. Donc du coup, on a tendance à se dire bon tiens, je vais rester dans les clous pour dire je veux pas changer. Du coup, je refais le don. Mais je trouve que voilà, ça fait aussi partie parce que c'est difficile. Hein, on a une pression, donc d'être libre et de faire aussi tout en faisant attention aux autres, c'est super compliqué. Et quelque part aussi, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux aussi sur Terre et qu'on va être de plus en plus nombreux et qu'à un moment donné, c'est compliqué hein, de vivre ensemble à beaucoup. C'est très subtil tout ça. Alors quelquefois je me dis j'aimerais bien vivre comme une fourmi parce que du coup c'est très déterminé. On a chacun son rôle et puis paf et ça fonctionne. Voilà, il y a la fourmilière, elle s'organise, les animaux, bon voilà, c'est comme ça. Et on va avoir il y a des dissidents chez les fourmis. Oui, on a même découvert qu'il y a des fourmis qui ne font rien. Alors, ils ne savent pas pourquoi, en fait, mais il y a des fourmis dont la vie est de ne rien faire. D'accepter que les gens ne font rien également aussi. Je trouve que c'est super, parce que nous, on n'accepte pas forcément que les gens fassent rien. Hein. Alors, attends, il y en a qui font rien, attention, pof. Donc, mais je trouve que... Inactif. Et je trouve que on a chacun aussi son petit chemin. Et là, c'est facile avec une fourmi, quand je veux dire, c'est très... Du coup, on est né pour ça et puis voilà, basta quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a un truc dont, alors je sais pas, vous en avez peut-être parlé mais il y a une chose qui nous pousse à changer, parce qu'on parlait beaucoup de changer en se découvrant, changer après, ce qui nous empêche de changer aussi et tout ça. Il y a quelque chose avec lequel on change, mais un peu malgré nous, et on l'a vu beaucoup cet été avec les Jeux paralympiques, c'est les accidents de vie, du coup. Quelqu'un qui du jour au lendemain se retrouve, et dans les parcours des athlètes paralympiques on le voit beaucoup. Par exemple, il y a des athlètes qui vous disent moi avant mon accident je détestais le sport, j'aimais absolument pas ça, je détestais ça, et aujourd'hui c'est le sport qui m'a sauvé la vie, parce que grâce au sport j'ai réappris à marcher, et aujourd'hui avec le sport j'ai des objectifs, je me suis rendu compte que j'étais capable de vivre malgré sans ma jambe par exemple, voilà. Et aujourd'hui, je me suis découvert autre chose totalement différent. Et aujourd'hui, par exemple, je suis championne paralympique. Et en fait, je trouve vraiment cette notion comme ça d'accident de vie. En fait, on a un accident de la vie et en fait, ça nous oblige à changer. Enfin, en tout cas, ou alors il y en a qui se réadaptent. Enfin, c'est la réadaptation. Mais il y en a, malheureusement, ils sont obligés de changer totalement de vie. Déjà, on change son environnement, on le réadapte à son handicap. Et du coup il y a vraiment et je trouve que voilà, il y a cette notion, et là on est obligé de changer, et je pense que pour certaines personnes le changement peut être vraiment profond, parce que déjà la vision de la vie elle change totalement. Elle change complètement, et du coup, je pense que voilà, cette notion un peu d'accident de vie, quelqu'un qui a, là on parle voilà, mais quelqu'un qui a un cancer, enfin voilà, c'est vraiment cette notion d'accident de vie. Je pense que ça, elle peut nous pousser en tout cas à changer profondément. On le voit aussi par exemple avec les gens qui ont fait par exemple une dépression, quelqu'un qui fait un burn-out, il peut, je sais pas, il était boursier dans une grosse banque ou quoi. Et en fait, à un moment donné, il fait un burn-out et il se rend compte que voilà, ça lui correspond plus, et il change totalement. On bascule, on devient autre, justement, complètement autre. Mais enfin, ou des fois, justement, c'est pour devenir soi-même, en fait, se découvrir justement, et dire mais en fait, c'était peut-être pas. Et je suis allée tout chousse dans une direction, mais c'était peut-être pas ça, en fait. Notre société, enfin notre civilisation occidentale, oui, c'est ça, est partie sur des principes, des certitudes. Ça nous a amené à un développement extraordinaire par rapport à d'autres cultures qui, elles, étaient plus statiques, enfin plus immobiles, on va dire, apparemment. Bon, oui, mais voilà. Donc on a, par la force ou par la conviction,
religieuse ou par la force des armes, on a poussé certaines de nos découvertes vers une certaine violence. Cette violence nous a permis du bien-être, de plein de choses, enfin extraordinaires, puis des matières premières, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et nous, on s'est trouvé persuadés que c'était nous qui avions raison. Donc on veut, entre guillemets, convertir les autres, les changer. Mais ils changent un peu, parce qu'ils ont des smartphones aussi maintenant. Mais ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne changent pas fondamentalement. Parce que fondamentalement, on a toujours ce passé historique, génétique peut-être, mais aussi historique, culturel, qu'on a depuis le début, et qui fait qu'on fonctionne en fonction de ça. C'est-à-dire que on réagit quand on a un membre en moins, on réagit. Quand on a une grave maladie, on réagit. Et on se découvre des fois autrement. Mais fondamentalement, il y a quand même quelque chose de base, puisque ma mère, qui a vécu jusqu'à 103 ans, avait du Alzheimer, comme beaucoup de personnes, bien sûr. Mais elle me récitait, parce qu'on dit toujours, elle me récitait les tables de multiplication pour me prouver qu'elle avait toujours la mémoire. Et donc, elle me le récitait comme on apprenait dans le temps les tables de multiplication en chantant, avec une chanson. Bon, et moi, ça me faisait très plaisir, je trouvais ça remarquable. Mais si vous voulez, je crois que notre cerveau d'occidentaux, comme tous les cerveaux du monde, on n'utilise que 10% de ce qu'on a à peu près en disponibilité. Et que ce qui se passe aujourd'hui est effectivement très, très, très changeant. Donc on change de paradigme, on change de paramètres. C'est un peu angoissant, donc des fois on a envie d'être un peu pépère, un peu peinard dans ses habitudes historiques, mais c'est plus possible. En fait, c'est une évolution révolutionnaire, parce que si vous voulez, on n'apprend plus les livres, par les livres, on n'apprend plus, on apprend autrement. Les jeunes maintenant apprennent autrement, ils s'expriment plus de la même manière, mais c'est des images, c'est une ubiquité permanente. Et vous pouvez leur parler, vous croyez qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent aussi autre chose, et puis ils pensent à autre chose, et puis ils sont là, ils sont en bas, ils sont à gauche. Je ne sais pas, on est dans un truc tourbillonnant, formidable, mais un peu angoissant. Alors, on change. On va être obligé de changer. Coup de pied aux fesses, je pense, culturel. Très grave pour nous, mais pas grave généralement, parce que la vie continue. Pour les autres. Ouais. C'est une jolie synthèse aussi, je trouve, que vous proposez, parce que, alors, c'est vrai que ces questions-là, elles nous traversent tous, mais quand on prend le temps, comme vous le faites aussi, d'essayer d'avoir un prisme qui nous donne du recul, c'est-à-dire de se rappeler qu'effectivement, on est d'une culture occidentale, par exemple, comme vous le dites, qu'il y a des tas de cultures depuis, si on remonte jusqu'à Néandertal, 400 000 ans, qui se sont développées sur notre planète avec des relations à ceux qui les entourent totalement différentes des nôtres. Dans tous les cas, il y a cette nécessité, effectivement, d'évoluer en fonction du reste. Et si on s'isole, si on n'évolue pas en fonction du reste, c'est sûr que là, je pense que c'est ça qui est le plus angoissant, plus que l'incertitude. C'est vrai que l'incertitude, on n'est pas à l'aise. Mais finalement, depuis qu'on est tout petit, on sait qu'on ne sait rien. On sait qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on n'arrête pas de... Donc, est-ce que c'est ça, fondamentalement, l'incertitude qui nous met à l'aise, ou ce que vous décrivez comme angoissant, c'est justement cette possibilité d'évoluer, enfin, et de décoder le monde et de ne pas s'isoler, en fait, parce qu'on n'est pas fait... on n'est pas des êtres... D'ailleurs, on le voit bien, hein, ça nous déprime d'être complètement isolés, en fait. Je crois qu'on est pour les autres, mais aussi certainement pour soi-même, que des apparences qui sont toujours en perpétuel changement. Tout change toujours, même si je crois que c'est dans les mouvements de développement personnel, il y a une phrase que j'entends de temps en temps, la meilleure version de moi-même, à la recherche de la meilleure version de moi-même. Je vais choisir. Voilà, je vais choisir. Et finalement,
on a une liberté incroyable, mais c'est peut-être notre cerveau le cerveau, c'est un filtre en fait. Hein. Oui. Est-ce que on n'est pas quelque chose au-delà de ce corps et de ce cerveau? Et alors voilà. Et la grande question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Qui va faire la vaisselle? Les grandes questions métaphysiques. Non, j'ai vu que finalement, le oui et le non, ça n'a pas vraiment de sens avec ce sujet-là. Parce que, ça a plusieurs sens. Oui, on change et non, on ne change pas. Bon, bien sûr, si on arrive avec un ADN, alors que devient cet ADN? Il se propage après et... Voilà. Il y a eu plein de problématiques. On a une personnalité, on est attaché à cette personnalité, puis un jour, pour une raison ou pour une autre, crac, ça se fissure et on devient je est un autre, hein, c'est bien connu. Oui, très bien. Donc, et donc, se découvrir, rencontrer, ça m'a beaucoup touchée. Oui, bien sûr, les rencontres, ça nous transforme. C'est intéressant de se demander, mais qui a changé ma vie? Quel est le livre, le film, et surtout les personnes qui ont changé ma vie en dehors de mes parents qui m'ont mis au monde. Et puis on peut avoir eu des parents qui nous ont poussés à se transformer. Moi, c'est mon cas. Et puis, ou qui sont partis trop tôt. Et donc, on a une vie où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu être capturé bébé et puis on ne saurait pas d'où on vient, quoi. Et donc, c'est intéressant. Je pense que le changement, il est un peu... Alors, on l'a vu, on l'a dit, il est dans notre société, mais je pense qu'il est dans notre quotidien. Et alors, ça ne change pas forcément notre personne, mais le changement, il est... moi, je me considère un peu comme un caméléon. Et l'autre jour, on m'a fait une remarque et je me suis dit, oui, en fait, on change et on s'adapte à la situation. C'est-à-dire que moi, dans ma vie personnelle, je suis très, très lente. Je suis lente pour manger, je suis lente pour tout. Et mes proches en ont marre parce que je suis très, très lente. Caméléon, voilà. Et en fait, l'autre jour... mon petit frère me voit dans mon espace pro et là tout d'un coup il me voit courir partout, il me voit et en fait du coup pas du tout, et en fait à la fin du coup il me regarde et il me dit mais pourquoi t'es pas comme ça au quotidien avec nous, quoi, parce que du coup voilà. Ouais, voilà, je peux en échange du coup, mais enfin voilà, et du coup effectivement ils m'ont fait remarquer que ça fait un moment que je l'ai pris conscience, mais effectivement je suis pas du tout je suis pas pareil, je suis plus rapide en tout cas dans ma vie pro que dans ma vie perso. J'ai une petite anecdote. Je n'ai pas été mamie, mais j'ai eu un beau petit-fils qui, quand il était petit, vers 6-7 ans, il était très, très lent. Donc son grand-père lui disait, mais dépêche-toi de manger. Et il disait, mais je me dépêche, mais ça ne se voit pas. C'est excellent. Moi, j'étais dans cette situation quand j'étais petite aussi. Ouais. Donc c'est ça. Ouais, tout à fait. Oui, alors on avait adaptabilité, devenir. Et l'apparence aussi. L'apparence, on n'est que des apparences. Et parfois, c'est important d'avoir conscience quand on est dans le paraître. Est-ce qu'on est qui on est vraiment? Enfin, est-ce qu'on sait d'ailleurs qui on est? À partir de quand on est en train de jouer une comédie? À partir de où est la vérité dans tout ça? On en discutait une fois au Café Philo à propos d'un mot. Je vais dévier, à propos d'un mot que beaucoup de personnes ne comprennent, mais vous allez tous comprendre, évidemment. Le mot équanimité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, équanimité? C'est être d'humeur égale, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est peut-être être égal à soi-même, égal à soi-même. Et quelqu'un, dans le Café Philo, me dit oui, mais c'est de l'indifférence. Ah non, c'est pas du tout l'indifférence, parce que l'indifférence, ça veut dire je m'en fous que tu es... bon... Oui, parce qu'il a perçu ça. Et quelqu'un d'autre a employé le mot impassibilité. Ah ben non, ça c'est dans le poker, c'est poker face. C'est la comédie. Je peux jouer c'est intéressant le théâtre, parce que on peut jouer tous les rôles possibles. Et est-ce qu'on n'est pas en train de... C'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer des rôles? Oui, par exemple, dans la voie du yoga, que j'ai un petit peu expérimenté de près, de loin, par période, il y a différentes étapes.
et ce sont comme des marches d'escalier, mais au bout du compte, il y a le Vedanta, la fin des Védas. Veda, c'est la connaissance. Et la fin des Védas, eh ben, c'est la voie de la non-dualité, où on commence à dire neti, 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 je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. J'enlève tout ce qui m'a défini. Et qui suis-je au bout du compte, hein? J'ai vu un film sur un écran qui s'est projeté durant toute ma vie. Et puis qu'est-ce qui est réel dans tout ça? L'écran, la caméra, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça fait longtemps qu'on se pose, en tout cas sous certaines latitudes, cette question-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on leur rappelle ce que c'est que l'allégorie de la caverne? Allez-y. Alors, l'allégorie de la caverne, vraiment en 2 mots, Platon, La République, livre 7, qui dit imaginez que on soit dans une caverne et qu'en fait on ait été contraint d'habiter toujours là, le dos tourné à la lumière, une petite entrée lumineuse, et face à un mur sur lequel on voit des ombres. Et notamment les ombres de ceux qui passent dehors, chargés de choses. Et puis alors, il y a plein de formes. Et pour nous, c'est ça le réel. Puisqu'on n'a pas la possibilité, on est enchaînés comme des esclaves. C'est pas rien, hein, tous ces symboles. Je pense il y a 2000 ans qu'ils ont pris le soin. Alors, tu me corriges si j'oublie un détail, puisque je parle sous l'experte aussi enseignante en philo. Mais si j'oublie un détail voilà, pour résumer. Mais on n'a pas la possibilité donc de se tourner. En tout cas, on est esclave. Et on voit, pour nous, ce qui est réel, c'est ça. C'est ces images. Ça pose des questions par rapport à aujourd'hui, hein, l'importance de l'image et de filtre. Et il y a jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui aille voir, en fait, qui se détache, qui va voir, et là, qui découvre progressivement, parce qu'il est d'abord ébloui, enfin bon, voilà, après il y a toutes les... Mais qui découvre le réel, dans toute sa complexité, dans la lumière, etc. Mais en fait, ça vient de là, mais en fait, on a complètement... Et qui revient et qui essaye de convaincre les autres qu'en fait, ils font totalement fausse route. Et évidemment, d'après vous, comment il est accueilli? Est-ce qu'ils enlèvent vite leur chaîne et qu'ils disent « Mais oui, on te suit !» Voilà. Donc c'est intéressant, en fait. Un fou d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le fou du XVIIe siècle. Tout à fait. Etc. Donc en fait c'est bien entendu là aussi une projection de notre façon de percevoir les choses. Mais le fou, Van Gogh, est-ce qu'il est fou? Par contre on va visiter le musée ou même des écrivains, puisque moi je suis plutôt intéressé par les écrivains. Il y a des écrivains qui sont devenus, Antonin Artaud, et le théâtre est devenu un des fous possibles, mais en même temps, c'est quelqu'un de voyant. De lumineux même. Dans le texte célèbre Pour en finir avec le jugement de Dieu, où il parle de Van Gogh, c'est lumineux comme texte. Mais ça fait peur à une partie des gens qui n'ont pas franchi toutes les marches. Donc du coup, ils se raidissent, ils deviennent un peu renfermés, et s'il y a des problèmes dans leur vie, économique par exemple, forcément à un moment donné ils deviennent violents. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ce podcast vous a été présenté par l'association Réciproche. Retrouvez l'ensemble de notre travail sur le site internet réciproche.fr.